Bonjour à tous, à l'heure où les politiques pointent du doigt la SNCF pour sa dette de 55 milliards d'euros, est-il cohérent de leur part d'envisager 25 milliards d'euros de travaux pour l'aménagement d'une voie de chemin de fer permettant de gagner 1 heure de trajet entre Paris et Milan? Cette question ressemble à une blague, mais n'en est pas une. En janvier 2017, le Sénat a donné son feu vert au projet de ligne grande vitesse Lyon-Turin, alors même que la Cour des comptes estimait en 2012 le coût du projet à 26 milliards d'euros, dont plus du quart serait financé par les contribuables français. Face à ce projet absolument délirant qui montre toute l'imposture des discours politiciens nous invitant à nous serrer la ceinture, des habitants tentent de ramener un peu de bon sens et de raison. C'est le cas de Daniel Ibanez, économiste et membre de la coordination des opposants au projet. En décembre dernier, alors que la question de la dette de la SNCF n'était pas encore au centre des discussions politiques, nous avions rencontré Daniel Ibanez à l'occasion du Salon des lanceurs d'alerte qu'il organisait à Paris. Nous avons pu discuter avec lui de ce projet. Voici son interview. Bon visionnage, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune publication et on se retrouve très vite. Alors Daniel Ibanez, bonjour, vous êtes membre de la coordination des opposants au projet de ligne grande vitesse Lyon-Turin. En janvier 2017, le Sénat a donné son feu vert au projet. En 2012, la Cour des comptes estimait son coût total à 26 milliards d'euros. Donc on reviendra sur la question de l'utilité de ce projet, mais déjà dépenser 26 milliards d'euros pour un tunnel et quelques kilomètres de voies ferrées dans une période où on fait la chasse aux dépenses publiques, est-ce que c'est pas juste complètement délirant ? Alors ce qui est délirant surtout, c'est que aujourd'hui, on peut faire Paris-Milan en 5h15. On rajoute 26 milliards et là on peut le faire en 4h15. Bon, super. Puis alors, on nous dit il nous faut une nouvelle ligne parce qu'il y a une ligne qui existe déjà. En fait, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de ligne qui existerait. Entre Lyon et Turin, il existe déjà une ligne. Cette ligne est capable de sortir tout de suite 1 million de camions de la route si on l'utilise, comme on l'utilisait dans les années 80. C'était quoi votre ordinateur dans les années 80, votre téléphone portable? Il n'y en avait pas. Il y en a même qui n'étaient pas nés. Et pourtant, on arrivait à transporter les marchandises d'1 million de camions à l'époque. Et aujourd'hui, on n'arriverait plus à le faire sur cette voie. Alors en fait, si vous transportez ces marchandises, vous avez sorti 80% des camions de la route. Donc voilà, est-ce qu'il faut dépenser 26 milliards pour gagner 1 heure et faire ce que l'on sait déjà faire aujourd'hui et ce qu'on savait faire dans les années 80? Ma réponse est non. Oui, donc c'est ça. Cette ligne, l'argument, c'est qu'elle va permettre de faire Paris-Milan en 4h15. Donc si j'ai bien compris, vous dites qu'une simple rénovation en fait, de la ligne actuelle permettrait de faire le même trajet en 5h15 et d'économiser 25 milliards au passage. Je n'ai pas dit qu'il fallait rénover la ligne actuelle, elle a été entièrement rénovée déjà pour 1 milliard d'euros entre Lyon et Turin. Donc déjà tout est fait. En fait, il suffit finalement de se rapporter à ce qu'ont déclaré, vous citiez tout à l'heure la Cour des comptes en 2012, mais en fait c'est depuis 1998 que toute la haute administration dit il ne faut pas faire ce projet. Il n'y en a pas besoin. Il n'y aura jamais les trafics pour justifier ce projet. Donc depuis 1998, le Conseil général des ponts et chaussées, l'Inspection générale des finances, la direction du Trésor, la Cour des comptes, mais pas qu'en 2012, dès 2009 avec Philippe Séguin, ils ont tous toujours dit, depuis 20 ans, il ne faut pas faire. Mais tous leurs rapports sont passés sous le tapis. Et donc, en fait, il suffit d'utiliser la voie existante. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi on encourage la ministre actuelle, Elisabeth Borne. Si Madame Borne, vous m'entendez, je vous le dis, faisons ce que nous faisions dans les années 80. Nous sommes prêts à vous aider. Je suis sûr que tout le monde y trouvera son compte plutôt qu'aller dépenser des milliards d'euros qui seront bien plus utiles sur le réseau des transports quotidiens avec le réseau existant. Donc oui, les défenseurs du projet ils disent que ça permettrait de désengorger la région de ses poids lourds, donc cet argument-là ne tient pas. Appelons-les plutôt les promoteurs du projet, parce qu'en fait, ils sont payés pour faire ça. Donc là j'ai un lobbyiste qui me suit sur Twitter, et je lui ai envoyé l'autre jour un tweet en lui disant « Comment se fait-il que votre engouement pour le Lyon-Turin soit simultané avec la signature de votre contrat de travail chez le lobbyiste ?» Vous voyez, parce qu'avant, j'ai regardé son compte, il parlait jamais de Lyon-Turin. Là, depuis qu'il est payé, hop, tout de suite, il trouve que c'est bien. Donc, ce ne sont pas des défenseurs, ce sont des promoteurs, des gens qui sont intéressés à faire ce projet. Mais je comprends, le gars, c'est son contrat de travail, il faut qu'il continue. Mais voilà, pas avec l'argent des autres. Et si vous voulez, il y a un truc très simple, finalement, à leur dire à tous ces gens-là. Vous êtes convaincus
Tiens, donnez-nous votre garantie patrimoniale, vos maisons en garantie, comme on donne, vous voyez, chez les banquiers. Là, au lieu d'utiliser la garantie des contribuables qui vont payer pour pouvoir faire ça, vous nous donnez déjà au moins vos maisons, tout ça, là, en garantie. On va voir si vous êtes convaincus. Alors justement, si le projet est contraire à l'intérêt de l'immense majorité des citoyens, la question c'est qui a intérêt, objectivement, à ce que cette ligne soit construite ? Et qui a intérêt ? Vous avez des petits potentats locaux, là, des élus qui trouvent que quand même si on n'a pas le TGV qui vient à direct à 2h20 de Paris chez nous, on est des moins que rien. Et puis en fait la lutte c'est vaut mieux que le TGV arrive à Chambéry plutôt qu'à Toulouse, parce que moi j'habite pas Toulouse, enfin, vous voyez le truc. En fait on a déjà un TGV qui fait Chambéry-Paris en 2h50, très franchement on peut faire l'aller-retour dans la journée. Moi je le fais assez souvent pour le travail que je fais. Très franchement, on me le met en 2h20, j'irai pas 3 fois par semaine à Paris. Vous voyez, j'y vais déjà une fois par semaine, c'est déjà suffisant. Donc ça, c'est pas nécessaire. Ensuite de ça, si vous voulez, pour juger de l'utilité, il y a des choses qui sont très simples. Hein. Les comparaisons sont des choses qui sont vraiment très très pratiques. Vous voyez, par exemple, entre Perpignan et Figueras, à la frontière franco-espagnole. À la frontière franco-espagnole, vous avez 10 000 camions qui passent par jour sur la route. Vous avez 8 millions de personnes entre Barcelone et Lyon. Et vous vous dites, tiens, 8 millions de personnes, 8 millions d'habitants, ça connecte quand même déjà un petit peu du monde, 10 000 camions par jour. Là, ils ont fait une ligne pour mettre soi-disant les marchandises sur le rail, etc. Elle a coûté 25 millions d'euros du kilomètre. Petit problème, CE2, CM1. Si vous avez 3 fois moins de camions, puisque en fait dans les Alpes entre la France et l'Italie, il y en a 3 300 par jour contre 10 000 entre la France et l'Espagne. Si vous avez 3 fois moins de camions, que vous avez 2 fois moins de population, parce qu'au lieu des 8 millions de population, vous avez que 4 millions entre Lyon et Turin. Avec 3 fois moins de camions, 2 fois moins de population, si à 25 millions d'euros du kilomètre, vous avez fait faillite, ce qui est le cas de Perpignan-Figueras, combien vous faut-il de temps pour faire faillite sur Lyon et Turin, alors que le kilomètre ne vaut pas 25 millions, mais 150 millions. Grossièrement, à 6 fois plus cher, est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir 3 fois moins de camions, 2 fois moins de population ? Je suis sûr que n'importe quel gamin de CE2, CM1 répond parfaitement à cette question. Vous avez parlé des potentats locaux, mais on sait également que l'Union européenne est très impliquée dans ce projet, puisqu'elle est supposée le financer à hauteur de 40%. Pourquoi cet intérêt de l'Union européenne à ce projet ? En fait, l'Union européenne, rappelons-nous, elle est d'abord financée par les contribuables de tous les États. Quand la France perçoit 100 de l'Union européenne, c'est qu'elle a amené 120. Donc, grossièrement, la discussion que vous avez avec l'Union européenne, c'est « Ouh là là, on aurait besoin d'une subvention de 40%. » Et l'Union européenne vous dit « Au fait, vous amenez combien au budget de l'Europe pour le prochain budget ?» Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas une invention, hein. Ça a été publié dans la presse. C'est la déclaration de Monsieur Sim Kallas en 2012, ancien commissaire européen au transport, qui a dit si la France et l'Italie veulent le Lyon-Turin, il va falloir qu'ils discutent pas trop sur le budget européen. Et donc là, en ce moment, c'est pareil. On rediscute du budget européen de 2019 et on dit ah, vous voulez du Lyon-Turin ? Il va falloir passer à la caisse. La question est que, bien évidemment, un projet à 26 milliards, ça ouvre des appétits. Mais vous savez, avec l'argent que devra dépenser la France, que devra dépenser l'Italie, je ne devrais pas dire d'ailleurs que devra dépenser la France, que devront dépenser les contribuables français, italiens, européens. Avec cet argent-là, on peut faire des choses bien plus utiles, bien plus nécessaires dans les transports en commun. Imaginez par exemple qu'aujourd'hui Clermont-Ferrand est relié à Saint-Étienne avec une voie ferroviaire unique qui n'est même pas électrifiée. Imaginez qu'entre Lyon, entre Grenoble et Valence, vous avez encore des morceaux de voie qui sont à voie unique, on ne peut pas croiser les trains. Imaginez que Le Puy-en-Velay, c'est pareil. Imaginez que pour aller en Suisse, à Genève, en partant de Paris, vous êtes obligé de rouler sur des sections à voie unique où on ne peut pas croiser les trains. Alors, on a des choses à faire pour le 21e siècle. Hein. Déjà, doubler les voies, ça permet de tripler le nombre de trains. Et en triplant le nombre de trains, bien évidemment, on peut sortir quelques voitures de la route et surtout améliorer les transports du quotidien qui concernent la majorité des contribuables. Donc on va revenir maintenant à une question importante, c'est celle de la prise de décision. On s'imagine sans doute assez naïvement que face à un projet aussi énorme, il y aurait des consultations citoyennes d'organiser, un débat démocratique qui ait lieu.
Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une décision qui est prise en tout petit comité? Ben non, ils ont même réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une loi en 1995, ça avait déjà un bon moment. Donc en 1995, vous avez une loi qui sort qui dit, bon, à partir de maintenant, on fait des débats publics. Hein. Parce que là, sinon il y a des contestations, tout ça c'est énervant. Alors ils disent, on fait une loi, c'est la loi du débat public, promue par monsieur Michel Barnier. Et donc elle est promue le 10 mai 1996. Mais il y a une petite disposition dans le décret qui dit que pour tous les projets qui ont fait l'objet d'une publication au journal officiel, il n'y a plus de débat public. On est en 1996. À votre avis, quand a eu lieu la publication au journal officiel pour le Lyon-Turin? Le 30 avril 1996, c'est-à-dire 10 jours avant la publication du décret. Vous voyez? Et donc, il n'y avait eu aucune enquête publique, aucune décision, soi-disant, sauf juste une petite publication d'une décision ministérielle, sans débat. Et ils l'ont publiée. Et alors, 20 ans après, on se retrouve avec des soi-disant enquêtes publiques, mais sans jamais de débat public. Ceci dit, donc, dans le Lyon-Turin, jamais eu de débat public. Mais si on prend l'ensemble des projets, les grands projets qu'on appelle grands projets inutiles, en fait, ce débat public, c'est une mascarade. Pourquoi? Parce que on vient vous dire, alors, nous avons un grand projet et nous allons vous consulter. Alors, on voudrait faire une blanchisserie industrielle. Alors, il y en a une A, alors elle est très énergivore et on rejette tout à la rivière. Vous avez le droit de la choisir. On a une B, alors là, vraiment, le projet environnemental, il y a des filtres partout, on a du photovoltaïque, on chauffe l'eau au solaire thermique, un truc génial, etc. Quel est votre avis? Voilà. Et une C qui est moyenne, vous voyez. Et alors là, on vous dit, on va faire un débat public, regardez, on va vous présenter tout ça. Alors, on vous présente la A, la B, la C, et on vous dit, vous choisissez quoi grossièrement. Voilà, on vous demande votre avis. Et alors là, vous avez le droit de dire, oui, mais alors, moi, juste une machine à laver 8 kilos, ça suffira pour moi. Ah non, mais non, c'est pas ça le débat public. On vous a dit qu'on a déjà décidé le projet, on va faire une usine, une laverie industrielle. Je vous ai pas demandé si vous avez besoin d'une machine à laver, monsieur. D'accord? Vous êtes gentil, on veut dépenser des sous, alors on va les dépenser. C'est ça l'idée. Et là, vous voyez bien que le débat public, normalement, ça ne devrait pas être 3 gars là, qui viennent vous présenter leur beau projet, d'accord, en ayant tout magouillé, les prévisions et tout ça, parce que c'est quand même souvent ce qui se passe. Normalement, ça devrait être une réunion en cercle, où les élus sont au même niveau que tous les citoyens, tous les contribuables. Parce que le débat public, en fait, d'où est-ce qu'il vient ce débat public? Il vient de quelque chose un peu ancien, qui est que chaque citoyen a le droit d'apprécier la nécessité de la contribution publique et d'en suivre l'emploi. Vous voyez, apprécier la contribution publique. C'est un texte un petit peu vieux, il date de 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 14. Que l'on revienne aux droits des citoyens énoncés dans cette déclaration de 1789, ils sont extrêmement actuels. Extrêmement actuels, et en fait tout est là. Il y en a un autre d'article là-dedans qui dit « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Monsieur, vous êtes fonctionnaire de la République, vous êtes élu, vous devez rendre compte. Et j'ai le droit de vous le demander. On nous dit, ah oui, mais on a la commission d'accès aux documents administratifs, quelque chose de révolutionnaire, la participation, la démocratie participative. Pour autant qu'il y ait de la démocratie sans participation. Alors on vous dit, ah non, mais là maintenant on a des droits, tout ça. Mais non, on n'a pas des droits maintenant, ça date de 1789. En fait, c'est le génome de la République. Et donc, si j'ai une chose à dire aux gens, c'est utilisez vos droits de citoyen. Vos droits de citoyen, ils sont définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Utilisez-les. C'est ça qu'il y a le mieux à faire. Aujourd'hui, il y a toujours ce type de projet démesuré qui est porté par des politiciens ou par des promoteurs. Cependant, on a l'impression, depuis quelques années, quand même, d'une prise de conscience citoyenne que l'avenir n'est pas à ce type de projet géant. Des questions comme celle de l'écologie qui sont aujourd'hui beaucoup plus centrales dans le débat public et beaucoup plus présentes peut-être dans la conscience des citoyens. Est-ce que malgré l'inertie de la vieille classe politique, le vent n'est pas quand même en train de tourner dans le bon sens aujourd'hui? Ben écoutez, il sera d'autant plus en train de tourner dans le bon sens que chaque citoyen, chaque contribuable aura pris conscience de ce droit qu'il a d'apprécier la nécessité de la contribution publique. Il y a un deuxième élément qui fait qu'on va dans le bon sens, c'est
dans le bon sens, il y a un truc, c'est l'argent. De l'argent, il n'y en a plus. Et il n'y en a plus, et forcément, il commence à y avoir des gens qui regardent. Alors bien sûr qu'il y a de l'argent de l'évasion fiscale, bien sûr qu'on peut toujours trouver de l'argent par des taxations complémentaires, etc. Mais il y a surtout quelque chose dont il faut prendre conscience. C'est que, si vous voulez, j'ai posé une question, moi, à des parlementaires, mais où est le stop sur, ça y est, on fait plus d'autoroutes, on en a assez. Parce que à chaque fois, on vous dit, oula, mais là, il faut faire des investissements dans les infrastructures. Oula, mais où est le stop? Juste qu'ils réfléchissent à où est le stop. Est-ce que le stop, c'est quand il n'y a plus 1 mètre carré d'herbe? Est-ce que le stop pour les lignes à grande vitesse, c'est quand toutes les villes de moyenne importance, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 habitants sont desservies? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça, si vous voulez? Où est le stop? Voyez? Et en fait, vous apercevez que dès que vous commencez à poser la question de dire, mais où on arrête de construire des nouvelles infrastructures, vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas bétonner toute la France entière, si on parle de la France ou toute la planète, bien évidemment. Donc, clairement, la seule question est là. Je ne suis pas sûr que tout le monde prenne conscience de ça, mais aujourd'hui, notre territoire est quand même, malgré tout, plutôt bien desservi. Et puis, il y a un moment, il va falloir se poser la question. Est-ce que on a le droit d'avoir des autoroutes qui coûtent très cher, qui sont beaucoup plus sûres, moins d'accidents sur les autoroutes? Par exemple, entre Pau et Langon, vous avez une autoroute payante. Tout le monde savait qu'il n'y aurait pas le trafic. Donc, pour équilibrer, ils ont triplé les péages. Le prix des péages a été triplé. Vous n'avez effectivement pas la fréquentation nécessaire. Mais donc, vous pouvez rouler en toute sécurité sur cette autoroute, sauf si vous êtes pauvre. Si vous êtes pauvre, vous avez le droit de vous tuer sur la route. Voilà. Et ceux qui ont promu ça, notamment, là, en l'occurrence, Alain Vidalis, qu'on voit dans l'excellent film qui s'appelle, voilà que je l'oublie, L'intérêt général et moi, vous voyez ces politiques qui disent « Ouh là là, mais moi j'ai besoin pour aller voir mes électeurs de l'autoroute. » Oui, bien sûr, vous avez besoin de le... Et donc tous les contribuables vous payent l'autoroute qui ne servira à rien parce que, voilà, vous en avez besoin. Voilà. L'idée, c'est que effectivement, on ne peut pas tout bétonner. Alors une dernière question, justement. D'autres projets de ce genre imposés aux citoyens et dont l'utilité fait beaucoup de débat sont actuellement en train d'être menés. On pense évidemment à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est un peu le cas le plus médiatisé à ce sujet. Si demain, en tant que simple citoyen, j'entends parler d'un projet de ce genre près de chez moi, qu'est-ce que je peux faire? En fait, c'est vraiment intéressant de parler de Notre-Dame-des-Landes, puisque Françoise Vercher et l'ensemble des acteurs de ce mouvement se découvrent beaucoup de communautés. Il y a beaucoup de choses en commun. Je vous donne un exemple. Je vous disais qu'aujourd'hui, avec la voie existante entre Lyon et Turin, on peut transporter les marchandises d'1 million de camions. Bon, il suffit de faire autant de trains que ce qu'on faisait dans les années 80. On s'aperçoit qu'à Notre-Dame-des-Landes, on veut nous promouvoir un nouvel aéroport, alors qu'avec l'aéroport actuel, on est capable de faire face à des augmentations de trafic sans aller porter atteinte aux réserves en eau et aux zones humides. Voilà. Et alors, là où c'est encore même plus intéressant, c'est que à Notre-Dame-des-Landes, on leur dit « Ouh là là, attention !» Si on garde l'aéroport actuel, le lac de Grandlieu, réserve naturelle. Et vous voyez, alors je mets d'accident, mais on vous dit ça. Et alors chez nous, on nous dit « Ouh là là, vous voulez utiliser la voie existante, mais il y a la voie qui surplombe le lac du Bourget, réserve naturelle. » Alors là, les promoteurs du Lyon-Turin, les promoteurs de Notre-Dame-des-Landes, mais alors deviennent là, d'un coup d'un seul, alors qu'ils veulent couler du béton, les plus grands défenseurs des lacs naturels. Mais bizarrement, on vous explique qu'à Notre-Dame-des-Landes, ça pose problème, le lac en bout de piste, et alors chez nous, ils se sont pas rendus compte qu'il y avait un aéroport aussi en bout de piste du lac du Bourget, et là, ils n'en demandent pas du tout la fermeture. Mais pourquoi n'en demandent-ils pas? Parce qu'en fait, ce ne sont que des arguments d'opportunité. Donc, la première des choses à faire quand on est face à un projet, c'est d'étudier l'existant, d'étudier ses capacités. Alors ça demande du temps. Et
À Notre-Dame-des-Landes, ça a été fait beaucoup avec ce qu'on a appelé les ateliers citoyens. Nous, sur le Lyon-Turin, on a fait ça des ateliers du savoir partagé. Parce que ces savoirs partagés permettent de faire venir qui? L'ancien chef de gare de Modane, qui connaît parfaitement toutes les circulations des trains. Qui? Tel expert comptable, telle personne. Et là, on s'aperçoit que tous les savoirs mutualisés permettent de comprendre l'existant, même si on n'est pas cheminot pour le Lyon-Turin, même si on n'est pas pilote de ligne ou contrôleur aérien pour Notre-Dame-des-Landes, on peut comprendre ces problématiques avec un petit peu de bon sens, parce que c'est le bon sens qui fait qu'on y arrive. C'est très simple. Donc voilà, il faut prendre en fonction de ses propres compétences, mutualiser les compétences, décortiquer ces dossiers en sachant que, en tous les cas, de mon expérience, ils mentent, ils trichent. Là-dessus. Ouais, je pense. Non. Ok. Eh ben, Bon, c'est un peu long là, je vous ai fait un peu long le machin. Merci.